Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Sous la paillote sur ces plateaux de C24+. Sous la paillote, c'est une émission de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez aimer votre émission Sous la paillote. Aujourd'hui, Sous la paillote sur ces plateaux de C24+, on va recevoir pour vous Maître Jean-Pierre Dikoma. Maître Jean-Pierre Dikoma, c'est un avocat de carrière et aussi un cadre de l'UDPS Tshisekedi. C'est dans ce cadre-là qu'on va parler avec lui des contentieux électoraux qui ont déjà entamé leur procédure au niveau des cours et tribunaux. On doit aussi parler avec Maître Jean-Pierre Dikoma sur ces plateaux de la proclamation, la confirmation des résultats de la CENI par la Cour constitutionnelle et aussi l'annulation de scrutin de certains candidats députés nationaux et provinciaux par la CENI. On doit aussi chercher à connaître ce qui fait que qu'on ne voit pas la différence entre l'UDPS qui était hier dans la rue et aujourd'hui l'UDPS qui est au pouvoir avec tout ce qu'il y a comme manifestation. Et aussi d'une nouveauté, un plus que le pouvoir de Félix Tshisekedi va pouvoir apporter dans son deuxième mandat, qui est un mandat décisif. Un espoir de tout un peuple par rapport au premier mandat qu'ils ont partagé avec le FCC. Mais aujourd'hui, c'est un mandat plein. Qu'est-ce que la population peut attendre de ce mandat? Et là, ça va sortir de la bouche de Jean-Pierre Dikoma, qui est un cadre de l'UDPS parti au pouvoir et aussi un avocat de carrière. Bonjour Jean-Pierre Dikoma. Bonjour Michel Chion, ça fait longtemps. Très longtemps. Bienvenue sur notre plateau C24+. Merci beaucoup, je suis très heureux de votre invitation. Nous vous avons déjà présenté, je vous dis que vous êtes avocat de carrière et aussi un cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci. Il y a eu des scrutins combinés organisés par la CENI dans notre pays depuis le 20 décembre. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu maintenant des contentieux. On commence par la Cour constitutionnelle qui a eu à régler des contentieux et à pouvoir confirmer les résultats des élections présidentielles annoncées par la CENI. Votre argumentaire? En fait, j'ose croire que la Cour a dit droit. Ce que la Cour pouvait faire, c'est tout simplement valider les résultats des élections du 20 décembre 2023 par le fait que la Commission nationale électorale indépendante l'avait déjà publié. Il avait publié donnant l'avantage au candidat numéro 20 par rapport à l'expression du peuple congolais. Le candidat numéro 20 a obtenu 73,34%. Je crois que c'est un score jamais réalisé dans notre pays pendant les élections, puisque ceux qui gagnaient, c'était dans les 40 quelques qui, normalement, un étudiant qui obtient 40, même 49, il doit reprendre l'année. C'est un échec. Mais, cette fois-ci, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, a réalisé 73,34%. C'est qui est une grande distinction pour la première fois en République démocratique du Congo. Et cela fait que le peuple congolais dans son ensemble s'est exprimé en sanctionnant positivement le candidat Félix Tshisekedi. Parce que vous savez, quand on va aux élections, tout politicien s'attend à des sanctions. La première, elle est négative par le fait que vous avez mal presté et que le peuple vous sanctionne, puisque pour en avoir en démocratie le pouvoir, il faut aller vers le peuple. Alors le peuple sanctionne en deux étapes. La première, c'est la sanction négative pour vous corriger. La deuxième, c'est la sanction positive parce que vous avez bien travaillé, il vous renouvelle sa confiance. Donc, c'est dans ce stade-là où nous sommes retrouvés avec le candidat numéro 20. Donc, la Cour, c'est le dernier ressort qui devait se prononcer pour l'invalidation ou la validation. Or, la Cour, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et le peuple congolais s'étant exprimé le 20 décembre
La Cour ne pouvait que confirmer l'expression de ce peuple qui a, dans toute démocratie, a voté le candidat numéro 20 pour renouveler le deuxième quinquennat. Voilà là où nous sommes. Et même si cette expression populaire de la population est contestée par certains opposants qui crient haut et fort l'annulation de cette expression. Non, Michel Thion, vous savez qu'au Congo, les opposants veulent une chose et le contraire à la fois. Moi, j'ai été opposant à mon parti, 37 ans d'élite. Ces opposants-là n'ont aucune leçon à nous donner, nous, à l'IDPS. Parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, nous l'avons fait hier. Et nous en connaissons les conséquences. Alors, la contestation, c'est un droit. Mais ce que moi, je me réjouis, c'est quoi? C'est parce que la Commission nationale électorale indépendante de notre pays avait enregistré toutes les candidatures, même les expatriés. Leurs candidatures ont été validées et par la Commission et par la Cour. Et tout le monde est allé aux élections. Tout le monde était sur le terrain et chacun a bâti la campagne de sa manière. Mais le candidat numéro 20 a bâti record. 27 meetings et 57 meetings. Il a été dans toutes les provinces et même les grandes villes de ces provinces-là. Il a visité partout. Mais le reste des candidats, est-ce qu'ils ont fait le même mouvement? Ils ne l'ont pas fait. D'abord, le discours même devant la population. Parce qu'un politicien vend son discours. Et le discours que certains candidats ont vendu, donc ont prononcé devant la population, ça fait que le peuple était dans la confusion. Si j'ai vu un candidat dont je me réserve le droit de citer son nom, il est venu ici, il crie devant le peuple, devant les électeurs. Banakine bolela, toleli. Banave klebe bolela, baleli. Alors, est-ce que c'était ça le message que le peuple attendait? C'est un confusionniste. Donc, il n'avait pas de discours. Il n'a pas eu le courage de circuler partout en République démocratique. Pourtant, on n'a interdit à personne de ne pas battre la campagne. Chacun était libre. On n'a pas fait... je n'ai pas vu le comportement comme celui de 2006, de 2010, et tout ça. Non, tout le monde était libre. Tout candidat était libre de circuler partout. Et chacun s'est adressé à sa base. Le retour de la manivelle, c'est la sanction du peuple. 0, autant de pourcentage, 1, autant. C'est ça, c'est comme ça la démocratie. Vous devez vous y soumettre. Mais nous, par rapport à leurs revendications, nous sommes en démocratie. Ils doivent s'exprimer. Nous ne pouvons pas fermer les bouches des gens pour qu'ils ne s'expriment pas. Maître Jean-Pierre dit comment argumentez-vous l'annulation par la CENI de scrutin de certains des 82 candidats députés à la députation nationale et provinciale par la CENI? Oui, tout à fait. Ce n'est pas la première fois que la CENI se comporte de cette manière. Vous vous souviendrez qu'en 2011, presque 36 circonscriptions électorales ont été annulées parce que les élections étaient émaillées de violence, de triche, tout ça. C'est vraiment une jurisprudence pour nous. Alors, ce que la CENI a fait, il a fait son travail parce que la loi interdit aux électeurs d'entrer dans les bureaux de vote. S'il lui est candidat, il vient, il vote, il sort. Mais il ne vous est pas autorisé de venir aller circuler dans des bureaux de vote pour influencer que vous soyez élu. Il est interdit la violence dans le bureau de vote. Et donc, il y a plusieurs instructions qui sont données par la loi électorale. Mais si vous ne les avez pas obtempérées, mais vous tombez dans ces coups. La CENI a répertorié 82. 82 candidats dont on reproche de violence, de bourrage des urnes, tout ce sont des antivaleurs. Il faut absolument éradiquer. Mais il n'appartient pas à la CENI d'invalider les mandats de ces gens-là. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, une fois constaté, la CENI a mené
le rapport devant des cours et tribunaux qui ont la compétence de statuer sur ces dossiers, les dossiers administratifs. Mais il a annulé les scrutins. Tout à fait. Mais la CENI s'est prononcée que comme ayant en sa possession de faits infractionnels qui amèneraient à l'annulation des candidats, des candidats qui ont été cités, mais il faut que cela soit constaté par les cours et tribunaux. Et ce sont les cours et tribunaux qui vont se prononcer pour ou contre. Et nous attendons la suite. Je ne peux pas interpréter la démarche puisque dans notre profession, je ne peux pas faire ça. Mais nous attendons que les cours et tribunaux se prononcent. Mais vous ne trouvez pas que la CENI est en train de s'accuser elle-même du fait que c'est elle qui avait le pouvoir de détenir ces machines où on dit que ça s'est retrouvé dans les mains de candidats. La CENI s'accuse elle-même. Elle est aussi coupable. Elle est aussi partie prenante de cette affaire. Cette culpabilité, les cours et tribunaux vont les prouver. Parce que la CENI a vu qu'il avait enregistré, qu'il avait autant de machines, mais les gens sont allés aux élections, tel était dans un bureau en train de se voter. Tel autre était dans un autre bureau. Et c'est la justice qui va nous donner la vérité sur cette situation. Qui de la CENI aurait donné une machine à voter à tel ou tel candidat? Qui de la CENI, qui des candidats a eu une machine et les bulletins de vote et de quelle manière il les a eu? Maintenant, c'est là-bas, devant les cours et tribunaux. Pour le moment, nous n'avons pas le débat. Nous attendons que la justice se prononce et qu'on sache si la CENI se trouve parmi ces agents incriminés dans cette pratique, ils seront sanctionnés. Parce que les candidats qui disposaient de machines, ils savent celui qui leur a donné. Ils savent où est-ce qu'ils ont acheté. Quel est ce magasin qui vend des machines à voter en République démocratique du Congo? Il n'y en a pas deux. La CENI commande des machines de l'extérieur. Et ces machines arrivent ici. Maintenant, il faut savoir comment Michel Thioy a eu une machine à voter pour se voter. C'est une pratique qu'il faut éradiquer. Parce que quand on va aux élections, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Nous allons aux élections pour solliciter le suffrage du souverain primaire. Les peuples vous votent et vous avez la légitimité du peuple parce que vous avez été voté. Mais dès lors que vous, au lieu de vous faire voter, vous vous faites voter vous-même, vous vous votez vous-même. Mais vous n'avez pas de légitimité. Vous n'êtes qu'un criminel. Vous êtes un anti-démocratie parce que vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière. Quelle leçon allons-nous donner à notre progéniture si nous-mêmes, parents, nous sommes des voleurs, nous sommes des tricheurs? Maître, voyant la lutte vont les choses dans ces pays, est-ce que vous rassurez que la justice va pouvoir condamner la CENI du fait qu'elle n'a pas pu prendre soin de sécuriser ses équipements? La justice est indépendante. Nous nous sommes battus pour l'indépendance de la justice. C'est le combat, le maître mot du président de la République dans son premier mandat, le deuxième mandat. Vous l'avez suivi sur une chaîne concurrentielle. Ici, il a parlé de la justice. Notre problème, c'est quoi? La justice doit élever une nation. Parce que s'il y a la rigueur dans l'application des lois, je crois que beaucoup de choses peuvent changer dans notre pays. La justice ne peut pas être complaisante devant de faits pareils. Ce sont de faits graves qu'il faut sanctionner avec beaucoup de rigueur. Bon, je crois savoir que nous attendons que la justice se prononce. Je vous ai dit que nous ne pouvons pas spéculer à l'heure qu'il est pendant qu'on est en train de statuer sur le dossier. Vous avez vu que parmi les 82 cités, il y a aussi les combattants de mon parti qui étaient aussi candidats. Alors si immédiatement que la CENI a publié cette liste, le secrétaire général a soutenu la position de la Commission nationale indépendante. C'est pour dire que nous sommes tous dans la même démarche pour éradiquer les antivaleurs. Ce n'est pas l'anguille sur roche. Non, mais il y a quelle en mettant sur cette liste-là le cadre de l'UDPS Tshisekedi. Non. Écoutez, les cadres de l'UDPS Tshisekedi ne sont pas inamovibles. C'est nous qui devions prêcher par l'exemple. Parce que le combat que nous avons mené pendant 37 ans, on s'est battu contre les antivaleurs. Mais nous ne pouvons pas, aujourd'hui qu'on est au pouvoir, que nous puissions
amener les mêmes antivaleurs au pouvoir. Maintenant, le problème, c'est quoi? Que la justice tamise les dossiers de tout un chacun et qu'on sache qui a fait quoi, qui mérite quoi. C'est tout. Mais si la justice arrive, il constate que tel candidat, les faits qu'on lui reproche par la CENI ne sont pas vrais et on doit valider son mandat, là, il revient à la justice. Ce n'est pas à qui que ce soit qui puisse s'immiscer dans le fonctionnement du mécanisme judiciaire. Connaissant bien comment était le début du mandat de Félix Tshisekedi avec FCC, comment s'est déroulé, oui. Et maintenant que la CENI cherche à annuler les scrutins de certains candidats, et des caciques même du pouvoir, il faut bien le dire, ça ne va plus encore créer des problèmes ou soit un bon fonctionnement du deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Non, ça n'entrave rien. Ici, écoutez, monsieur Thio, nous disons qu'on ne peut pas fabriquer les omelettes sans casser les œufs. Le Congo, notre pays, en matière de justice, nous recherchons encore pour qu'on arrive jusqu'à un moment où la vraie justice va s'asseoir dans notre pays. Nous avons dénoncé beaucoup, le chef de l'État s'est plaint régulièrement du fonctionnement de notre justice. Il y a dysfonctionnement. Donc il faut maintenant qu'il prouve à suffisance devant le peuple congolais que nous nous inscrivons dans la logique d'élever la nation. Et cela n'affecte à rien l'UDPS, puisque l'UDPS a programmé les candidats sur la liste dans des différentes circonscriptions électorales à travers les pays. Et ce sont ces candidats-là, quand on vous aligne, c'est-à-dire vous avez une base. Et les partis ont confiance en vous que vous allez m'amener un siège. Mais le siège, vous ne l'amenez pas dans des conditions malhonnêtes. Il faut être honnête, aller affronter la base, vendre le discours pour que les peuples puissent faire confiance en vous et qu'on vous élise. Mais si vous allez utiliser des voies antidémocratiques, mais les partis ne peuvent pas vous soutenir. Les partis ne peuvent pas, et nous ne pouvons pas nous plaindre pour ça. On ne peut pas se plaindre. Donc, nous encourageons que la justice fasse son travail. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats. Elle a confirmé Tshisekedi comme chef de l'État pour le deuxième mandat. Quel est un plus que Tshisekedi va apporter dans son deuxième mandat? Qu'est-ce qu'il va faire de mieux qu'il n'a pas fait dans le premier mandat? Le deuxième mandat, quand on vous l'avait, c'est juste pour corriger les erreurs du passé. Si hier, Félix a connu des retards dans l'application de certains projets, cette fois-ci, nous le disons que ce mandat, c'est un mandat à haut risque. Haut risque, pourquoi? Regardez seulement la statistique par rapport aux électeurs. Regardez le moral des électeurs aux urnes. Tout le monde était mobilisé. Ils se sont investis dans la personne de Félix. Alors maintenant, lui ne peut pas décevoir ces électeurs-là. Il faut maintenant, la première des choses, que le président de la République nettoie la cour. C'est-à-dire de la cour, de ses collaborateurs, de l'époque, il doit chercher des sangs nouveaux aujourd'hui. Les esprits sains qui doivent l'accompagner dans l'accomplissement de tous les projets qu'il a. À ce moment-là, les choses vont avancer. Le chef de l'État... Mais ce n'est pas aussi soutenir, conserver les acquis déjà reçus. Parce que quand on dit conserver... Les individus. Non, les acquis... Non, les idées aussi, les individus aussi nécessaires. C'est ce que j'ai dit. Quand on nettoie, c'est-à-dire qu'on cherche les gens, les collaborateurs qui sont honnêtes et compétents. Nous n'avons pas besoin des affairistes ici. On a besoin des gens qui doivent mettre la main à la pâte pour permettre à Félix de donner l'emploi à la population, de construire le Congo qui n'a pas été construit. Et aujourd'hui, pour que les peuples se retrouvent dans ce qu'il va faire. Le président a beaucoup de projets à faire, mais c'était bloqué à l'époque par les combines, FCC, KG, après, tout ça. Mais il n'a pas travaillé pendant beaucoup de temps. Vous savez que le premier mandat, c'était un mandat très difficile par rapport au coronavirus qui nous a pris pratiquement 2 ans. On ne pouvait pas, vous rappelez que même quand vous nous invitiez à l'époque dans des émissions, on résistait à cause du corona. Donc, comme vous êtes là, vous arrivez, vous trouvez l'ambiance, de bons enfants dans la maison,
tout le monde est debout, mais à l'époque, il fallait réduire l'effectif du personnel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Il faut qu'il y ait la rigueur dans cette gestion, parce que la rigueur, c'est la clé de succès. Donc, c'est lui qui a fauté, il faut le sanctionner. Même la Bible le dit, qui aime bien, châtie bien. Et nous, nous sommes de cet avis pour que le président de la République puisse être entouré de personnes épris d'esprit de développement, esprit de liberté, de construction du pays, pour que le pays aille de l'avant. On n'a pas besoin des gens qui viennent juste pour bloquer les mécanismes. À l'époque, les investisseurs qui venaient chez nous étaient bloqués parce que certains collaborateurs cherchaient l'argent. Et ce genre de comportement, on ne peut plus supporter cela parce que les répondants sur le président de la République, ce n'est pas tous ces gens-là. Regardez devant le peuple tout le temps de la campagne, c'est lui qui parlait. Où étaient les conseillers? Les ministres étaient où? Chacun était dans son coin. C'est lui qui était face à cette population-là pour se justifier ce qu'il a fait, ce qu'il entend faire dans le deuxième mandat. Raison pour laquelle nous soutenons cette logique de balayer la cour, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, chasser tous ces énergumènes qui sont venus pour se faire de l'argent en République démocratique du Congo, parce que nous, notre combat à l'IDPS, ce n'était pas pour nous enrichir. Nous nous sommes bâtis dans l'abnégation, dans la pauvreté, dans toutes les privations possibles, mais aujourd'hui qu'on a le pouvoir, nous ne pouvons pas nous comporter comme comme ceux-là qu'on condamnait hier. Je crois savoir que si cette logique est dans l'esprit de ceux qui peuvent travailler avec le président de la République, nous les saluerons. Le premier mandat avait comme slogan « Le peuple d'abord », basé sur un état de droit. Maintenant, deuxième mandat, vous avez choisi quel slogan? Non, le peuple d'abord, c'est le mot-clé, le slogan clé de notre gestion et de la gestion du président Félix. Le deuxième mandat ne change pas cette appellation de peuple d'abord, parce que notre combat, c'était pour le peuple, pour que le peuple se retrouve. Raison pour laquelle vous avez vu, il y a la gratuité de l'enseignement qui se retrouve, c'est le peuple. Il y a la gratuité de la maternité, c'est le peuple qui se retrouve. Donc tout ça, je prends seulement ces deux exemples pour dire que les peuples se retrouvent dans cela. Il y a les femmes, les mamans qui accouchent aujourd'hui, qui n'ont plus de problème d'argent pour payer, puisqu'à l'époque, les mamans se voyaient bloquées dans les maternités parce qu'ils n'ont pas honoré la facture. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Donc, c'est les peuples qui se retrouvent dans tout ça. La gratuité. Mais les orphelins qui n'avaient pas de parents, aujourd'hui, ils étudient. Ils étudient gratuitement. Donc, c'est le peuple qui se retrouve dans cela. Donc, quand le président a initié le projet de 145 territoires, qui est bénéficiaire? C'est le même peuple. Parce que les 145 territoires, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que vous trouvez qu'au moins une école a été construite, un bâtiment administratif a été construit. Donc, c'est le peuple qui se retrouve. Quand son deuxième mandat prend fin, il ne va pas passer dans les cas 145 territoires pour déterrer ou détruire toutes les infrastructures qu'il a construites. C'est le peuple qui en est bénéficiaire. Combien de pourcentage à ce slogan, le peuple d'abord pour le premier mandat? On peut vous accorder combien de pourcents par rapport au premier mandat? Je crois que le premier mandat, je l'ai dit, c'est un mandat qu'on a connu beaucoup de problèmes. J'ai épinglé le dossier coronavirus. Je me rappelle que le regretté Feikiongwa Koumanza Gabriel, chez lui à Lubumbashi, il parlait aussi du coronavirus. Il dit, mais oui, vous parlez de 5 ans, mais le coronavirus, vous le mettez où? Parce que le coronavirus n'était pas dans les programmes de gestion du président de la République. C'est une maladie qui est venue, qui a terrassé le monde entier, et ça nous a pris 2 ans. Et 2 ans, on n'a pas travaillé. Donc, si le président a bien travaillé, il n'a travaillé que pendant 2 ans. Donc, les 3 dernières années, c'était des agitations. Alors maintenant... C'est comme pour dire que c'était un mandat échoué. Il faut bien dire comme ça, s'il faut dire. Sur 5 ans, on n'a que 2 ans, c'est un échec. L'échec par rapport à quoi? Par rapport au nombre. Aux obstacles que nous avons rencontrés. Parce que, M. Thio, toi, tu ne pouvais pas venir. Tu craignais le micro ici, que je serais contaminé par le corona et que je risque de laisser ma peau. Et c'est un problème qui a terrassé le monde entier. Tout le monde a vu cette situation. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un problème que vous connaissez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous dédouaner de cette guerre. Le gros des moyens du gouvernement est là pour, d'abord,
restructurer notre armée, que vous savez que Joseph Kabila n'a pas laissé une armée. Vous voyez, il laisse les hommes en uniforme, mais il n'avait pas laissé l'armée en République démocratique du Congo. Puisque l'armée doit être restructurée, l'armée doit être dotée de moyens conséquents pour aller affronter l'ennemi. L'armée doit être mieux équipée pour sécuriser le territoire national. Ce n'était pas le cas. Et c'était une armée qui était infiltrée à souhait. Mais aujourd'hui, tous ces temps-là, on nous a pris pour organiser tous ces services. Ce n'était pas une mince affaire. Il a fallu prendre assez de temps, mais le temps n'était pas au rendez-vous à cause de ces obstacles que nous avons rencontrés pendant ces 5 dernières années. Vous savez que le chef de l'État, au premier mandat, il avait dit, pendant son premier quinquennat, il va terminer la guerre à l'Est. Tout à fait. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, les problèmes de la guerre à l'Est, il avait l'image, une autre image de cette guerre. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous verrez que la guerre à l'Est, c'est un problème. C'est toute la communauté internationale qui est contre la République démocratique du Congo. Et utilisant certains fils du pays pour exécuter ses sales besoins. Corneille Nangue est où aujourd'hui? Il est où? Mais Corneille Nangue était président de la Commission nationale électorale indépendante en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans quel cas? Il est dans les camps de ceux qui déstabilisent le Congo. C'est pour dire, nous sommes devant une guerre asymétrique. Et cette guerre, il faut comprendre qu'il a des ramifications. Ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, puisque le Rwanda n'a pas la capacité de combattre le Congo. Derrière le Rwanda, il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est la communauté internationale. Je me rappelle une fois, j'étais avec vous dans une émission, je vous ai dit, quand on parlait des déclarations de Mme Bintou Keïta, des Nations Unies, qui louait la capacité d'armes que les M23 détenaient, que même les Nations Unies étaient incapables d'affronter. Les M23. Nations Unies, avec tous les milliards de dollars qu'ils gèrent. Donc ça nous a tiré les nerfs du nez. Nous avons compris que non, le Congo a pour ennemi la communauté internationale. Et regardez, les compatriotes qui sont venus pour aider le gouvernement congolais à chasser l'ennemi. Mais tout le monde était complaisant à l'est du pays. Et jusqu'au moment où ils ont plié bagage, la population contre leur présence, vous devez partir. Et ils sont partis. Ils nous ont laissé quoi? Ils n'ont rien fait. Mais c'est pourquoi je reviens exactement pour soutenir le point de vue de Mao Tse-tung qui disait que l'armée la plus puissante, c'est l'armée nationale. Et cette armée doit faire un avec le peuple pour que le peuple voie dans elle sa propre armée. Et cette armée-là sera invincible. Nous avons nos forces armées de la République qui sont puissantes et qui doivent combattre, éradiquer l'insécurité qui se trouve à l'Est. Ça sera vaincu d'ici là. Êtes-vous rassuré que face à la complicité de toute la communauté internationale, le deuxième mandat va apporter un plus pour terminer l'insécurité à l'Est? Mais tout à fait. Mais nous ne comptons pas sur la communauté internationale. Non, la communauté est contre la RDC, vous venez de le dire. Non, nous comptons sur nos propres efforts. Vous voyez, nous comptons sur nos propres efforts. Maintenant, vos efforts face à la communauté internationale. La communauté internationale aujourd'hui est mise à nu. Vous comprenez? Vous avez vu que quand nous sommes allés aux élections, cette communauté internationale avait ses propres candidats qu'il avait financés. Mais devant la décision du peuple, souverain primaire, le peuple a choisi son propre frère pour que celui-là nous dirige. Mais la communauté s'est repliée. Qu'est-ce que la communauté internationale dit aujourd'hui? Ils ont manqué le verbe, ils ont manqué le discours. Parce que le peuple s'est uni derrière un candidat. Mais si on n'était pas soudés, à l'heure qu'il est, c'est la guerre, c'est l'insécurité, quand nous sommes allés aux élections. Après les élections, il y a eu combien de balles qu'on a tirées? Ici. Mais quand tout ce qui est soutenu par la communauté internationale, ça nous amène l'insécurité au pays. En 2011, mais il y avait le fort était ici. Le pays était encerclé. 2006-2011. Parce qu'on nous imposait et on imposait au peuple un candidat. Mais aujourd'hui, les souverains primaires s'expriment librement. Dans toute quiétude, on élit un candidat. Mais vous n'avez pas vu le déploiement des militaires sur la ville. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes journaliste d'investigation. Vous ne pouvez pas me dire un seul coin
où vous avez trouvé les chars de combat et les autos blindés. La police faisait son travail naturel. Donc, de la sécurité des personnes et leurs biens. On a mis quelques éléments pour prévenir. Parce que les gens, dans la joie, dans la liesse, ils peuvent créer des incidents. Mais la police peut recadrer pour protéger la population. Mais il n'y a pas eu cela. On a voté, les gens ont veillé devant les urnes, devant les bureaux de vote, et le lendemain, quand on publie les résultats, la situation est normale. C'est que les soulards se retrouvaient dans des débits de boissons, les gens, les chrétiens étaient allés prier, il n'y avait pas de problème. Parce que tout le monde est conscient que je viens de voter mon candidat. Je viens de voter mon frère congolais des pères et des mères. Mais quand il s'agit de nous imposer les gens, et il y a des contestations, maintenant on déploie les moyens. Inutilement. Pour imposer. J'ai salué les déclarations de votre conseil, Colette Brackman, du journal Le Soir belge. Pour la première fois, j'ai entendu Colette Brackman saluer le processus électoral. Il dit, je suis content de voir la détermination du personnel de la CNI et aussi le peuple congolais, sa patience. Et il faut respecter les Congolais. Au moins aujourd'hui, on commence à nous respecter. À partir de notre comportement. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de grenades jetées. Il n'y en a pas. Donc, saluons l'avancée du processus démocratique dans notre pays. Et je crois que le lendemain sera meilleur. Maître Jean-Pierre Dikouma, là maintenant on vous prend comme cadre de l'UDPS. On ne voit pas la différence entre l'UDPS, qui était hier dans la rue, et l'UDPS qui est maintenant au pouvoir, dans la tenue de manifestations et dans vos réunions. On ne sent pas la différence là. Quand vous faites vos réunions populaires, c'est toujours peut-être de même manière qu'on regardait, qu'on voyait quand l'UDPS n'était pas au pouvoir, et aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. Vous savez que nous sommes d'abord, nous à l'UDPS, on est mis en difficulté. Posez-moi la question, la difficulté c'est laquelle? Nous n'avons pas l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui pouvait réguler cette situation. Équilibrer la situation. Non, il y a des opposants. Non, il y en a. Ce sont les opposants de façade. Ils existent où? Ces opposants-là sont où? Le problème avec l'UDPS... C'est pas parce que vous les infiltrez. Nous sommes... Non, mais est-ce que nous, on a besoin d'infiltrer? Il y a quelle opposition que l'UDPS peut infiltrer ici? Quelle est cette opposition que l'UDPS... Vous estimez que nous avons le temps à perdre pour aller infiltrer les opposants? Qui n'existent que des noms. Ils sont où, ces opposants? Mais c'est Thioui. Le président de l'UDPS, le fondateur, d'heureuse mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, il dit, quand l'UDPS prendra le pouvoir dans ce pays, il y aura plus d'opposition. Mais cette opposition n'existe plus. L'opposition nous donne du travail. C'est la raison pour laquelle vous nous trouvez avec des discours. Les discours de ceux qui gèrent, des gestionnaires, et les discours de l'opposition, nous récupérons, ils nous donnent du travail. Nous devons garder le pouvoir, nous devons sécuriser la rue. Il faut qu'ils fassent leur travail. Mais ça aussi... Les jours qu'ils vont reprendre, qu'on verra que nous avons une opposition, vous verrez tout ça, ça va s'effacer et que nous garderons un seul camp. Mais pour le moment, nous devons protéger le pouvoir. La rue et aussi dans les institutions. Parlons de la sécurité de la rue. Cette sécurité que vous comptez faire, vous la faites en violation de la loi quand même. Mais quelle violation? La loi nous interdit de faire quoi? Dites-moi cette loi qui dit que tout en étant au pouvoir, nous ne pouvons pas organiser une marche. Tout en étant au pouvoir, nous ne pouvons pas tenir les meetings publics pour donner les messages à la population. Quelle est cette loi? Parce que la Constitution garantit les libertés de mouvement, d'association, de marche, tout ça. Tout est garanti par la Constitution. Mais je vous dis ici que le malheur que nous avons, nous, UDPS, c'est l'absence de l'opposition sur le terrain. Non, mais maître dit comment? Il y a aussi certains opposants, dans leur permanence, s'ils veulent organiser des meetings populaires, ils sont sécurisés, on leur met la police, on renforce la sécurité. Mais chez vous, ce n'est pas le cas. Non, écoutez, vous pouvez solliciter vous-même. Vous pouvez, les dirigeants d'un parti politique,
peuvent solliciter la sécurité eux-mêmes. La sécurité ne vient pas de soi. Et puis, mettez-vous en tête qu'il arrive des fois, avant une manifestation, qu'il y ait des messages de menaces qui sont attentatoires aux troubles à l'ordre public. Et là, les services sont aux aguets pour anticiper les événements. Ils ne viennent pas pour vous empêcher, non. Mais, M. Thio, tu peux me dire, depuis que Félix est au pouvoir, vous avez trouvé combien de militants de l'opposition à l'année coffrés? Combien de militants de l'opposition qui sont en prison? Ils sont au nombre de combien? Mais à notre époque... Mais il y a quand même certains opposants en prison. Ils sont où? Donc il y a quand même si c'est deux, beaucoup commencent par deux. Mais non, écoutez, pendant 5 ans, Thio, pendant 5 ans, nous, quand on prenait le pouvoir, on a libéré combien qui étaient abusivement et gratuitement arrêtés? Arbitrairement arrêtés. Combien ont été libérés? Et même ceux qui avaient fui, entre autres Soriano, l'expatrié, il était à l'étranger. C'est le président de la République le gouvernement lui a même donné les passeports pour qu'il retourne au pays pour construire le pays. Nous ne sommes pas ces pouvoirs qui doivent intimider les gens, arrêter, torturer, non. Combien les sont? Combien? Dites-moi seulement que tel parti politique a autant de militants qui sont en prison, condamnés, tel autre a autant qu'on a trouvé à l'année. Il n'y en a pas. Les pays qui sont là. Non, les pays, ils sont au nombre de combien? Non, mais c'est il y a beaucoup, des gens qui Maître sont là pour Jean-Pierre. des infractions de droits communs. Vous ne pouvez pas assimiler ça à la politique. Quand vous êtes ici, par exemple, j'injurie quelqu'un. C'est un voleur. Celui-là, c'est tel. Et quand il met en justice, ça devient un problème de l'IDPS. Ça, c'est le problème individuel avec celui que j'ai insulté. Quand je menace quelqu'un, je le menace à mort et qu'il va me porter plainte. Il doit... Vous savez, il y a un problème chez nous que les gens doivent comprendre. Même dans des pays de vieille démocratie. Mais on arrête les gens. Nous ne sommes pas au ciel. Michel Thio, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, entre dans le temple. Il trouve le vendeur des œufs, les cambistes en train d'échanger la monnaie, dans le temple. Qu'est-ce qu'il avait pris comme précaution? Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Il prit la chicotte et il fouetta tout ce monde-là. Et les gens ont fui pour remettre... Ici, c'est le temple de mon Père. Vous ne pouvez pas y amener du désordre. C'est de la même manière. Mais nous disons d'ailleurs au président de la République que ces mandats, il faut un peu qu'il y ait une dose de dictature pour discipliner les gens. Parce que les Congolais se retrouvent comme s'ils sont dans une foire. Non, non, c'est pas normal. Regardez les désordres sur la voie publique. Regardez dans nos quartiers, toutes les avenues. Des garages, des ordures. Mais si on arrête quelqu'un parce qu'il a fait ça, oh non, violation des droits de l'homme. Mais la violation des droits de l'homme, là, qui nous inquiète, ce sont les blancs, non, qui se promènent nus chez eux, les hommes sans éthique, sans valeur, sans mœurs. Toi, là, comme tu es là, père des enfants, on te trouve dans une piscine avec ta fille, ton épouse, vous êtes nus en train de vous laver. On peut vous approcher, vous assimiler à qui? Ou à quoi? Vous avez la réponse à la question. Maître Jean-Pierre Dikoma, nous sommes presque à la fin de notre émission sur la période 624+. Votre dernier mot. Mon dernier mot, la Cour a confirmé le résultat du peuple. Il a dit droit au nom du peuple congolais. Nous attendons l'investiture du président de la République, sa prestation de serment qui intervient le même mois, et que nous attendrons aussi que le président de la République doit répondre présentement à ce mandat au désidérata du peuple congolais qui lui a élu avec une majorité incomparable. Donc cette majorité témoigne la sympathie qu'a le peuple congolais envers le président de la République. Donc nous vous demandons, Excellence Monsieur le Président de la République, de faire la volonté du peuple congolais, de vous mettre au travail parce que les jours restent à compter. L'État n'est pas notre allié.
Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission sous la paillote sur C24+. On réservait pour vous Maître Jean-Pierre Dikoman, qui est un avocat de carrière et un cadre de l'EDPS Tshisekedi. Au revoir.